Un grand bonjour, chères étudiantes, chers étudiants. Je suis très heureux de vous accueillir encore une fois aujourd'hui pour une nouvelle séance des relations internationales. Cette séance sera principalement consacrée à la naissance, même à l'évolution des relations internationales. Donc, le sujet revêt un aspect historique, mais il est très important. Ça veut dire qu'on va essayer, et à travers les développements à suivre, si vous voulez, à tracer ce cadre évolutif des relations internationales depuis leur naissance, depuis leur éclosion à nos jours. Je vais commencer par un fait important, c'est que plusieurs auteurs, plusieurs intéressés aux relations internationales, plusieurs auteurs s'accordent à dire que l'avènement, je veux dire l'origine des relations internationales, était avec la consécration, la naissance, disons, de l'État souverain. Qui dit État souverain dit bien évidemment le traité de Westphalie de 1648. Donc, selon ces auteurs, il s'agit d'une véritable consécration des relations internationales. Véritable consécration avec la naissance de ces États comme forme privilégiée d'organisation politique des sociétés. Ces États, bien évidemment, se diffèrent, se distinguent de ces sociétés jadis très consacrées, très propagées ici et là. Ces États sont consacrés, sont bien évidemment caractérisés, comme je veux dire, par le principe de la souveraineté. Donc, en fait, très important, c'est que la naissance des relations internationales est corollaire de l'avènement, des États souverains et indépendants. Or, la question qui se pose avec acuité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi ce principe? Quelle est la signification du principe de la souveraineté, bien évidemment? Eh bien, chers étudiants, pour schématiser, puisque nous sommes en train d'évoquer, si vous voulez, une petite introduction, d'introduire le sujet, la souveraineté peut se définir comme suit. Il y a une souveraineté externe et il y a une souveraineté interne. La souveraineté externe veut dire que aucun État ne reconnaît d'autorité au-dessus de lui. Et tout État reconnaît tout autre État comme son égal. Ça veut dire que l'État souverain est indépendant. Ça veut dire qu'il ne reconnaît aucune autorité extérieure, supérieure, au-dessus de lui. Et tout État, souverain et indépendant, est égal à d'autres États. Donc le principe d'égalité et de mise, entre deux guillemets. Qu'en est-il sur le plan interne? Que signifie la souveraineté sur le plan interne? Eh bien, il faut préciser que sur le plan interne,
tout État dispose de l'autorité exclusive, dispose d'une autorité exclusive sur son territoire. Et d'ailleurs, quand on parle de l'État, 3 éléments essentiels pour qu'on puisse parler d'un État. Il faut d'abord un territoire, un espace géographique bien déterminé. Il doit y avoir une population et il doit y avoir un gouvernement politique. Donc, on parle de la souveraineté sur un territoire donné. Ça veut dire qu'un gouvernement politique, qu'une autorité donnée dispose de la compétence totale de la souveraineté, si on peut dire, sur son territoire et également sur la population. Ça veut dire que l'État, étant donné qu'il est souverain, cet État peut user de la force légitime sur sa population qui se trouve bien évidemment sur son territoire. On en déduit donc que, et à travers ce traité de Westphalie, que les relations internationales sont intimement liées à la naissance de l'État souverain. Il s'agit beaucoup plus d'un État indépendant et souverain. Ceci étant, et pour être beaucoup plus succinct, beaucoup plus clair, il faut dire que, voilà, 4 étapes essentielles ont largement imprégné, ont largement influencé les relations internationales depuis leur naissance à nos jours. Le traité de Westphalie de 1648, comme on l'a signalé. Il y a une étape essentielle, c'est celle de l'institutionnalisation des relations internationales, et ce, à travers la naissance de grandes organisations internationales qui avaient pour vocation, si vous voulez, le maintien de la paix et de la sécurité internationale, allusion faite à la Société des Nations qui a vu le jour en 1919, et l'Organisation des Nations Unies qui continue toujours d'exister jusqu'à nos jours, qui a vu le jour depuis 1945. Une période extrêmement importante, c'est celle de la guerre froide également. Il y avait une guerre froide, si vous voulez, guerre imposée ici et là, disons, à travers le monde, largement guidée par 2 superpuissances, l'ex-URSS et les États-Unis d'Amérique. Je vais revenir sur cette période bien évidemment. Et la période actuelle, celle de l'après-guerre froide depuis, si vous voulez, 1989, sinon depuis 1991, comme s'accordent plusieurs auteurs à souligner. Donc, je vais revenir sur chaque étape pour démontrer en fait un peu de temps quelle a été l'influence, si vous voulez, de cette période sur l'évolution, voire même sur les relations internationales d'une façon générale. Donc, je vais commencer par la première période, c'est celle du traité de Westphalie. Autrement dit, je vais mettre l'accent sur un fait très important, c'est celui des conséquences. Quels sont les effets du traité de Westphalie sur les relations internationales? Commençons d'abord par cette période cruciale, importante, celle du traité de Westphalie. Quelles sont les conséquences, quels sont les effets du traité de Westphalie sur les relations internationales? Il faut dire que du milieu du XVIIe siècle jusqu'au milieu du XXe siècle, entre 2 guillemets, les relations internationales
ont été largement fondées sur les décisions du traité de Westphalie. À noter que ce traité de Westphalie a mis fin à la guerre de 30 ans en 1648. Ce qui est important à signaler, ce qui nous intéresse le plus, c'est que le traité de Westphalie établissait 3 principes essentiels pour ce qui est des relations internationales. D'abord, le premier principe, et comme on l'avait déjà évoqué, la souveraineté des États. Donc, le principe majeur instauré, disons, par le traité de Westphalie était bien évidemment celui de la souveraineté des États. Ça veut dire que le roi, entre parenthèses, est maître. Le roi est maître en son propre royaume. Ça signifie quoi exactement? Ça signifie que le législateur, ce roi, ce gouvernement, entre guillemets, est entièrement, totalement autonome, indépendant sur son territoire, sur cet espace géographique limité, et ne peut être le sujet d'une volonté politique étrangère. Ça veut dire qu'il ne subit plus une puissance, une volonté émanante de l'extérieur. Le deuxième point essentiel, instauré, disons, par le traité de Westphalie, est bien évidemment cette velléité, ces prémices d'une notion de sécurité collective, entre deux guillemets. Autrement dit, quand on parle d'une sécurité collective, et jusque-là, elle est européenne, bien évidemment, avec cette tâche de maintenir la paix entre les acteurs principaux, les acteurs indépendants et souverains que sont les États des relations internationales. Bien évidemment, il s'agit d'instaurer un équilibre de puissance entre États européens, pour ne pas aboutir, pour ne pas, si vous voulez, pour que la guerre ne s'éclate plus entre ces États européens indépendants et souverains. Donc il s'agit d'une façon ou d'une autre d'une gouvernance mondiale, entre guillemets, régulée par la loi internationale et des normes et de décisions qui sont partagées. Donc les velléités, si on peut dire, d'une notion de sécurité collective, quoi qu'il est européenne, a vu le jour, si vous voulez, entre guillemets, dès le traité de Westphalie. Un troisième point essentiel, et toujours dans le même ordre d'idée, le traité de Westphalie a fondé un équilibre de puissance qui consiste en une distribution relative de la puissance en portions, soit égales, soit inégales. On se réfère, et selon ce traité, à une situation dans laquelle aucun État ne domine les autres. On parle d'un équilibre, ce qui impliquait la recherche d'un point d'équilibre de puissance au sein des relations internationales. Il faut dire que ces 3 principes qu'on vient d'évoquer, bien évidemment, ont constitué, et dans une large mesure, les fondations, les piliers, disons, des politiques mondiales, des relations internationales jusqu'à une date récente, et ce depuis, si vous voulez, le traité de Westphalie de 1648. Ce qui est à retenir, bien évidemment, encore une fois, c'est que le traité de Westphalie a marqué le début d'un système moderne
de relations entre pays indépendants, légitimant en quelque sorte l'autorité des gouvernements et instaurant un certain arrangement au niveau des États. Ce traité, bien évidemment, a mis l'accent sur un fait très important, c'est que le gouverneur, le roi, entre guillemets, est le seul arbitre dans les affaires intérieures de son État et que les autres États n'avaient aucun droit, ou n'ont aucun droit, si vous voulez, on parle d'une période de Westphalie de 1648, aucun État n'a droit d'intervenir dans les affaires intérieures et dans la politique d'un autre État. Donc, comme vous le savez, il y avait à cette époque-là des prémices, voilà, pour ce qui est de l'instauration d'un principe très important des relations internationales, c'est celui de la souveraineté, c'est celui, si vous voulez, de la volonté des États qui prime dans un territoire donné. Il faut rajouter, bien évidemment, un fait important, toujours au niveau des conséquences, si vous voulez, des effets du traité de Westphalie sur les relations internationales. J'ai parlé tout à l'heure de cette notion de sécurité collective, de velléité de la notion de sécurité collective, quoique était entre États européens, indépendants et souverains. Ce principe était un peu, comment dire, clair, entre deux guillemets, c'est que en cas d'agression d'un État par un ou plusieurs autres États, tous les États, il y avait une obligation selon le traité de Westphalie, tous les États doivent adopter une politique commune de rétablissement du statu quo, observé avant l'agression. Ça veut dire que voilà, les États doivent intervenir eux-mêmes au détriment de toute autre organisation, parce que à cette heure-ci, il n'y avait pas d'organisation internationale, donc les États eux-mêmes doivent intervenir contre l'agresseur pour l'obliger à revenir sur la situation d'avant l'agression, ce qu'on appelle la situation rétablissement du statu quo. C'est-à-dire, en cas de la violation des frontières d'un État souverain par un autre, les États doivent intervenir d'une façon, disons, commune pour obliger cet agresseur à revenir sur sa décision. Donc, il y avait, parlons du système, si vous voulez, de Westphalie qui exigeait une action commune. Et ce qui est très important, c'est cette action commune pour, si vous voulez, assurer cette sécurité européenne, sinon mondiale, entre deux guillemets. Il y avait des principes qui étaient conclus, si vous voulez, entre les États de cette période de Westphalie, c'est que les principes, on parlait des grandes puissances, c'est-à-dire qu'il y avait un accord qui était conclu pour qu'un groupe d'États s'oppose à tout État membre qui violerait illégalement la paix par un acte d'agression. Donc, comme le constatez, il y avait toujours, si vous voulez, des principes qui, permettez-moi de vous dire, sont aujourd'hui instaurés dans une large mesure. Je parle au niveau du droit. Le non-recours à la force, cette idée de, comment dire, d'assurer cette paix
quoi qu'il était européenne. Aujourd'hui, on parle d'une paix internationale. Aujourd'hui, cette tâche est du ressort, si vous voulez, de l'Organisation des Nations Unies, etc., etc. Grosso modo, et pour en conclure avec ce traité de Westphalie, quoi qu'il est très important, c'est qu'il a instauré des principes très importants. Elle a influencé, et dans une large mesure, les relations internationales. Ces principes signalés portèrent un coup dur, si vous voulez, à l'Église catholique du Vatican, au pape, si on peut dire. Cela impliquait, d'une façon ou d'une autre, que les monarques européens, que les rois européens étaient en mesure de trancher en toute indépendance pour ce qui est de l'ensemble des affaires intérieures de leurs États. Enfin, chers étudiants, et si on veut synthétiser ce qui a été l'apport, si vous voulez, du traité de Westphalie pour les relations internationales, notons que le traité de Westphalie marque l'affirmation, la consolidation de l'État comme acteur unique des relations internationales. Bien évidemment, ce traité ne reconnaît plus l'unité religieuse de la chrétienté et rejette, bien évidemment, le principe impérial hérité du modèle romain. Deuxièmement, deuxième apport essentiel, c'est que le traité de Westphalie instaure dorénavant le principe fondamental, à cette époque je veux dire, le principe fondamental, celui de la souveraineté territoriale de chaque État. Troisième apport essentiel, c'est que le traité de Westphalie fonde pour la première fois ce qu'on appelle l'égalité des États, voire même le principe de l'interdépendance. Chaque État, aussi petit soit-il, voit son intégrité territoriale garantie et cet État peut nouer des alliances, pourquoi pas, s'il le désire, sauf à rechercher la suprématie. Un quatrième apport, non moins sans importance, c'est celui de l'équilibre des puissances, impliquant bien évidemment le rejet de l'hégémonie. Il s'agit d'un nouveau système mis en place, un système d'États indépendants et juridiquement égaux, amenés à coopérer en commun dans, si vous voulez, le souci de préserver la paix. Enfin, un dernier apport à ne pas négliger, c'est celui de cette nouvelle volonté de réguler les conflits et d'imposer une paix collective, et ce, par cette fameuse sécurité collective entre deux guillemets. Donc, l'apport du traité de Westphalie a été crucial, a été très important pour les relations internationales. Et il y en a certains écrivains qui disent « Et voilà, nous vivons toujours ces principes instaurés lors, si vous voulez, du traité de Westphalie. » C'est important. Elle a influencé, et dans une large mesure, les relations internationales. Ces principes signalés portèrent un coup dur, si vous voulez, à l'Église catholique du Vatican, au pape, si on peut dire. Cela impliquait, d'une façon ou d'une autre, que les monarques européens, que les rois européens étaient en mesure de trancher en toute indépendance pour ce qui est de l'ensemble des affaires intérieures de leurs États. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire à travers, si vous voulez, ce principe, cette période, je veux dire, de Westphalie
qui, à mon sens, était crucial pour ce qui est de l'évolution des relations internationales. Qu'en est-il de la période qui va suivre? C'est celle de l'institutionnalisation des relations internationales à travers l'avènement des organisations internationales. Ça veut dire tout simplement que voilà, il y a cette institutionnalisation veut dire que voilà, les organisations internationales peuvent, et dans une large mesure doivent, régler ces différends internationaux, ces différends avec DS, et non pas les États.